Bonjour. 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 Merci à tous d'être aussi nombreux à participer à cette journée mondiale de la drépanocytose. Moi, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec normalement 5 patients qui vont nous rejoindre autour d'un thème qui est je trouve vraiment très important et qui a été choisi par les patients via l'association SOS Bobby, qui est le thème Grandir et vieillir avec la drépanocytose. Donc, si vous êtes d'accord pour faire connaissance, je vais vous laisser la parole à tour de rôle pour vous présenter, pour nous dire voilà, ce que vous faites dans la vie. Je laisse peut-être la parole à Ginette. Bon, je me lance. Bonjour, je m'appelle Ginette. Je suis membre de l'association SOS Lobby Occitanie. J'ai 59 ans. Je travaille comme agent administratif dans un lycée. Je suis drépanocytaire SS. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Mélissa? Oui, alors du coup, je m'appelle Mélissa, j'ai 27 ans. Je suis drépanocytaire SS et j'habite en région parisienne. Et actuellement, je suis chef de projet dans une entreprise de transport. Et je suis membre de SOS Globy 95. Voilà. Ok, merci. Johanna? Bonjour, moi c'est Johanna, j'habite à Bordeaux du coup, j'ai 24 ans, je suis drépanocytaire SS et donc moi je suis sans emploi en partie à cause de la drépanocytose. Voilà. Merci. Eugène? Bonjour, moi c'est Jean-Pierre, j'ai 32 ans, je suis membre de SOS Lobby 93, j'habite en Ile-de-France. Actuellement, je suis en situation aussi de sous-emploi, mais bon, j'ai des passions, j'écris, je suis en train d'écrire un manuscrit qui relate un peu le témoignage des patients de drépanocytaires. Et voilà. Merci beaucoup. Charlotte vient de nous rejoindre. Donc, Charlotte, je vous laisse vous présenter. Vous êtes la dernière à vous présenter. Oui, écoutez, je ne sais pas si vous me voyez. Voilà, je pense que comme ça, ce sera mieux. Bonjour à tous, hein, je m'appelle Charlotte Pourroy. Moi, je suis enseignante, professeure de lettres dans le second degré, drépanocytaire ST. Voilà, je suis ravie de participer à cette table ronde parce que ça faisait un moment que j'avais cette envie-là de partager, je le fais déjà au sein de l'association SOS Lobby, mais une table ronde sur un sujet, un thème bien précis. Voilà, je suis ravie de cette occasion-là. Merci à tous. Donc, on est ensemble pour 1 heure. Pour commencer, s'il y a l'un de vous qui veut prendre la parole pour nous expliquer finalement qu'est-ce que ça signifie pour vous vivre avec la drépanocytose et par exemple quels sont les plus gros impacts que peut avoir la maladie dans votre vie. Alors, voilà, moi je peux commencer, hein. Pour moi, vivre avec la drépanocytose, ça recoupe beaucoup de choses. C'est dire que c'est pas à tout moment la même chose. Ça peut être un moment où je vais considérer la drépanocytose comme une sœur jumelle avec laquelle je suis née et avec laquelle que je dois composer, avec ses humeurs, les miennes, etc. Puis d'autres choses, à d'autres moments, la considérer vraiment comme un ennemi à vraiment combattre. Alors, les deux cas, je vais donner des exemples bien précis des deux cas. Dans quel cas, je la considère comme une jumelle avec qui je dois marcher. C'est quand je me rends compte que cette maladie, finalement, considérée comme un handicap, certes, mais qui finalement me donne une certaine motivation aussi, je veux dire, dans les études, au niveau professionnel. Dans les études, je savais que je devais travailler beaucoup plus pour avoir euh, une situation plus ou moins confortable, ne pas avoir de dépendance vis-à-vis de qui que ce soit.
Et donc, je pense que cette maladie m'a boosté aussi, tout en étant un handicap, hein, mais si j'occupe ce facteur handicap, euh, de l'autre côté, j'ai senti que j'avais pas les mêmes potentialités que tout le monde et que voilà, il fallait que j'aille, je pense. Alors, les moments où je la considère comme vraiment un ennemi, il y a plusieurs secteurs, mais je vais en privilégier un, c'est dans le domaine familial. C'est-à-dire que jusqu'ici, les impacts négatifs de la drépanocytose, je pensais que les voir uniquement dans le domaine professionnel au sein de mon équipe où il a fallu un bon moment pour faire intégrer à mes collègues que mes arrêts inopinés n'étaient pas volontaires, mais liés à mon état de santé. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis parce que je n'ai pas voulu non plus forcer et faire croire que voilà, je suis drépanocytaire, mais je suis une warrior, je suis en crise, je vais aller travailler. Non, maintenant, c'est acté que quand je suis malade, je m'arrête, je ne force pas. Et tout le monde le comprend. Mais l'impact négatif, je vois plus tout le monde, mais je pense que tout le monde me voit et tout le monde m'entend. Ça a été au niveau familial récemment. Euh, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2, 3 semaines, une discussion avec l'enseignante de ma fille cadette qui a 9 ans. Alors, chaque fois que j'étais en crise, hein, je reviens à chaque fois que j'étais en crise, je sortais de l'hôpital, j'achetais des cadeaux, des petits cadeaux aux enfants pour qu'elles n'associent pas la maladie à quelque chose de tragique, parce que je les voyais parfois désespérées quand on venait me chercher, les pompiers venaient me chercher. Donc pour moi, c'était une façon de les apaiser un peu en sortant, en apportant des cadeaux. Et je me disais que c'était suffisant. Mais a priori, non, parce que ma petite fille s'en est ouverte à son enseignante pour lui dire qu'elle était en situation de stress permanent, hein, parce que voilà, elle craint de perdre sa mère. Elle la voit souvent fatiguée aussi et elle ne sait pas, elle se sent inutile. Et ce sont ses mots. Elle a 9 ans, elle me dit, à quoi je te sers, maman? Elle me pose souvent cette question parce qu'elle voit qu'elle est dans l'incapacité de m'aider. Donc voilà, pour moi, l'impact qui aujourd'hui me semble le plus lourd à, euh, à, à gérer. Voilà. Et je vais laisser aussi la parole aux autres. Effectivement, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur ce thème? Moi, je comprends bien. Euh, Moi, aujourd'hui, je pense que le principal défi dans ma vie avec la drépanocytose, c'est les douleurs. En fait, ça fait maintenant 3 ans, après une très grosse crise, que j'ai commencé à avoir des douleurs de crise, en fait, de façon chronique. Je suis hospitalisée très régulièrement, sur des durées assez longues. Euh, Ça va être vraiment très handicapant parce que ça joue sur mon énergie au quotidien, sur mes activités, sur ma vie sociale. C'est quelque chose vraiment de très handicapant. Aujourd'hui, je vois la maladie comme un ennemi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je sais que pendant toute mon enfance, on m'a demandé ou essayer de me rassurer sur la façon dont je gérais la maladie ou essayer de me rassurer du style c'est pas grave, tu peux faire des choses aussi, mais moi je l'ai jamais vécu en pensant en tout cas comme un problème. Au contraire, et ça je le dis souvent, je pense que l'avantage qu'on a avec cette maladie, c'est que contrairement à d'autres maladies qui peuvent être aussi graves, nous, on est né avec. Donc, on s'est construit avec, on a appris à vivre avec. Et je pense que ça doit être relativement plus difficile quand tu dois changer intégralement ton mode de vie à la déclaration d'une maladie. Mais il est vrai que depuis environ 2018, c'est très compliqué. Il y a des douleurs chroniques, il n'y a pas forcément de réponse aux examens sur
la présence de ces douleurs, les crises sont longues, quasiment pas calmées en fait. Enfin, souvent on fait une transfusion, mais l'anémie revient très vite ou les douleurs sont pas soulagées. Donc c'est quelque chose d'assez handicapant. Mais je pense, pour l'avoir vécu plus jeune, que on voit pas forcément tous notre maladie comme un ennemi. Enfin, c'est handicapant, il y a des choses avec lesquelles on doit vivre, mais je pense que quand on a le truc, quand on a l'habitude, on le vit pas toujours négativement, quoi. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage. Est-ce qu'une dernière personne veut prendre la parole sur ce thème? Moi, je vais prendre la parole. C'est juste pour dire que, bon, comment grandir avec la drépanocytose. On sait que la drépanocytose, comme le disait tout à l'heure une de mes collègues là, drépanocytaire, qui disait que soit c'est une sœur, soit c'est une ennemie. On la considère en fait plus comme une... Moi, je la considère en fait plus comme une ennemie. Parce que quand vous naissez avec la drépanocytose, que jusqu'à un certain âge, vous ne faites pas des crises et brutalement, vous commencez à faire des crises sans comprendre le pourquoi du comment. Moi, en fait, j'ai commencé à faire mes crises quand j'ai eu ma première grossesse. Donc, c'est là que tout est parti. Et quand on vous apprend que, bon, ben, voilà, vous avez une drépanocytose SS, que c'est pas sûr que vos enfants vivent et tout ça, c'est un couperet qu'on reçoit sur la tête. Donc, je pense que, et surtout que quand on est en Afrique, on n'a pas les mêmes explications. Parce qu'en Afrique, c'est quelque chose de tabou. On n'ose pas trop en parler. Et quand on arrive ici, on voit qu'il y a une évolution. La maladie évolue mieux, puisqu'on a une meilleure prise en charge qu'en Afrique. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai 59 ans. Je me suis toujours battue avec la maladie. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants, une de 33 ans et une de 28 ans. J'en suis très fière parce que c'est un combat que j'ai mené toute seule pour avoir mes enfants, puisqu'on me disait déjà, j'étais au Sénégal, on me disait déjà que jamais je n'aurais pu avoir d'enfants. Mais bon, la foi faisant, puisque je suis chrétienne pratiquante, je crois beaucoup, la foi faisante, je me suis battue contre cette maladie. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Mais bon, quand on vous dit que bon, vous ne pouvez pas guérir de la maladie, c'est vrai, on n'en guérit pas, certes, mais bon, il y a toujours une amélioration. On essaye toujours. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres complications qui se greffent à la maladie. On a tous les organes qui sont touchés, les yeux, le cœur, les reins. Donc voilà, quoi. C'est vraiment, vraiment, pour moi, c'est vraiment une ennemie qu'il faut combattre tous les jours. Tous les jours. J'ai eu des difficultés dans ma vie d'étudiante, j'ai eu des difficultés dans ma vie professionnelle. C'est maintenant que j'ai commencé à me stabiliser, que j'ai pu avoir un travail stable où je travaille à mi-temps. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup. Pour rebondir là-dessus, est-ce que... J'aimerais aussi... Oui, Eugène, allez-y. Oui, j'aimerais aussi réagir à la question grandir avec la drépanocytose. Moi, avec un peu mon parcours, je pense que c'est d'abord une question de volonté. Un homme qui ne s'accomplit pas dans sa volonté, c'est un être à moitié, il n'est pas un homme, un homme plein, un homme au sens plein, quoi. Du coup, si vous êtes réduit dans votre vouloir, dans votre volonté d'agir, de faire des actions, ou si dans vos relations aussi, on n'arrive pas à, voilà, à vous croire, à vous donner du crédit, à avoir confiance en vous, ça vous remet aussi dans cette logique de volonté où on pense que vous êtes un invisible, vous êtes un être à moitié. Du coup, ce que je peux dire, voilà, il y a cette histoire des crises, des douleurs qu'on a, mais aussi il y a cette histoire aussi d'intégrer un peu les différents milieux dans la société, tant au niveau scolaire, quand on est enfant, et quand on devient adulte, bon, on devient jeune, intégrer le milieu
universitaire, c'est un peu problématique. D'autant plus qu'il y a des moments où c'est votre corps qui vous trahit, qui vous empêche de parfaitement vous accomplir, de faire ce que vous voulez. Moi, dans mon cas, ça semble comme un échec par rapport à la vie. D'abord, comme étant malade, j'ai su qu'il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de, beaucoup de crises, les crises les plus pires, les moments où on ne s'attendait pas à ce que je puisse survivre le lendemain. Et du coup, moi, je me suis accroché un peu sur la foi, sur la religion. J'ai même voulu, à un certain moment de ma vie, aller chez les prêtres, de faire prêtre. Mais dans ces milieux-là aussi, on m'a refusé, euh, on m'a barré la route parce que simplement, voilà, je suis drépanocytaire, je suis différent, je ne peux pas agir comme les autres. Et quand vous vous confrontez à ces situations, c'est comme un échec. Il y a l'incompréhension, soit par rapport à vous-même, mais aussi par rapport aux autres, le regard des autres. Et, et puis, après cet échec, vous vous battez, il y a aussi une histoire de lutte, vous vous battez pour pouvoir toujours réussir à pouvoir vous réaliser, à être cet homme-là, un homme qui agit, qui a sa volonté, qui peut, quand il décide de travailler, qui travaille, qui s'accomplit dans le travail, comme tous les autres. Et vous partez dans un monde professionnel, vous faites un emploi, c'est pas facile. Du coup, il y a des moments où on refuse un emploi à cause du temps ou ça, ou ça. Ça, c'est ce qui est un peu compliqué. Et puis, si vous n'êtes pas aidé, si vous n'êtes pas soutenu, euh, c'est pas facile en fait de pouvoir un peu s'accomplir. Mais si vous êtes soutenu, si vous êtes aidé, parce que le fait est que quand vous grandissez, vos parents ne peuvent plus rien faire pour vous aider soit à avoir un emploi. Surtout en Afrique où les choses sont basées sur le domaine relationnel, ou même si vous avez des compétences, vous avez des qualités, vous partez pour essayer pour un emploi, on vous refuse. Euh, Surtout aussi quand on sait que vous avez un problème de santé, ou même s'ils ne savent pas cela, même s'ils ne savent pas cela, ils vont le savoir quand vous commencez à travailler avec eux, soit dans un stage, vous vous assentez ou bien la maladie qui se manifeste comme ça. Là. Et du coup, ils vont se rendre compte de ça, ils vont commencer aussi à vous barrer la route pour pouvoir travailler, pour pouvoir réussir professionnellement. Donc, j'ai eu en fait, c'était une lutte perpétuelle. J'ai eu à dépasser toutes ces zones-là, ces zones de turbulence, les zones que je connaissais comme des zones de turbulence pour pouvoir un peu réaliser. Et ce qui m'a conduit à venir ici parce qu'en Afrique, c'était difficile pour pouvoir me réaliser professionnellement, pour faire quelque chose, accomplir quelque chose pour moi-même, c'était un peu difficile. Donc, j'ai fait un long parcours pour venir à travers un chemin d'immigration pour venir ici en France. Et aussi, ça commence à aller, j'espère que c'est un peu ça aussi comme témoignage. Je vais laisser la. Merci beaucoup, Eugène. Je laisse la parole à Mélissa, qui souhaite également intervenir. Bonjour. Moi, je vais juste rajouter que pour moi, en fait, avoir la drépanocytose, c'est vraiment, je dirais, comme gérer en fait une petite entreprise. En fait, il y a vraiment des choses à anticiper constamment, et je trouve que parfois, ça peut être vraiment une pression en fait mentale. Le fait, par exemple, de devoir tout le temps vérifier que ces ordonnances elles soient tout le temps à jour, vérifier que on ne manque pas de médicaments. Il y a aussi le fait que moi, par exemple, je vérifie systématiquement la météo avant de sortir pour éviter d'avoir froid, etc. Donc, c'est vraiment, voilà, gérer une pression mentale, gérer une petite entreprise, mais aussi le fait de suivre correctement son traitement, bien suivre les dates de ses rendez-vous, de ses bilans de santé, etc. Moi, je dirais aussi la limite que j'ai eue, enfin la limite, oui, que j'ai eue en fait dans le cadre de, enfin du coup avec cette pathologie, je dirais c'est notamment lors de mes études. Alors en fait, j'ai obtenu mon master en 2020. Un master à la base, on l'a en 5 ans, mais moi, il faut savoir que je l'ai eu en 7 ans parce que j'ai fait des crises en fait qui ont fait que j'ai raté
mes examens, mes partiels, etc. Mais je dirais en même temps, ça a été ma force parce que certes, je travaillais 2 fois plus que les autres. Certes, j'ai tenu mon master en 7 ans au lieu de 5 ans. Mais au final, ben, je suis là où je suis. Ben, il y a vraiment la possibilité. Enfin, moi, je veux surtout montrer qu'il y a la possibilité de pouvoir effectuer des études, des études et avoir ben, un statut en entreprise. Donc voilà, je dirais vraiment il y a ces 2 aspects-là pour finir. Oui, donc pour revenir là-dessus, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous arrivez à vous organiser avec la maladie dans votre vie, alors un peu perso, par exemple pour la vie de couple, ou pour faire du sport, ou avec vos enfants, est-ce que vous avez une organisation par rapport à ça? Ben moi, par exemple, actuellement, dans mon travail, en fait, j'ai fourni ma RQPH. J'ai indiqué à mon employeur que je pouvais amener à être hospitalisée, que je pouvais avoir des rendez-vous à l'hôpital. Donc, ce qui fait, bah, du coup, je préviens mon employeur lorsque j'ai des rendez-vous à l'hôpital, etc. Et je fournis en fait le justificatif et ça me permet de vraiment de libérer et de dégager du temps pour mes rendez-vous médicaux. Après, je dirais dans le cercle familial ou avec mes amis, ben, moi, ils sont tous au courant du coup de ma pathologie. Parfois, je peux organiser des sorties, par exemple, avec mes amis. Et si la veille, je sens que je suis ultra fatiguée ou que ça va pas être possible, je préviens. Ils sont vraiment compréhensifs, en fait. Des fois, ça m'arrive, entre guillemets, de causer des lapins parce que je suis malade, etc., à cause de la maladie. Je pense que avoir un entourage compréhensif, un entourage bienveillant, être bien entouré, je pense que c'est vraiment le plus important, en fait, d'être entouré de personnes vraiment qui nous comprennent, en fait. Moi, je souhaiterais intervenir aussi si Mélissa a fini. Mélissa l'a très bien pointé au niveau organisation. Alors, je sais pas, j'ai un écho. Au niveau organisation, c'est effectivement comme gérer une petite entreprise. Donc, je ne sais pas si je m'en sors bien, mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment par moment qu'il y en a trop. Que je croule sous les démarches, sous les examens. Alors, je les ai intégrés hein, parce qu'il y a d'autres secteurs de ma vie qui sont plus importants, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait que j'ai occulté cette charge mentale, mais elle est effectivement bien présente. C'est les rendez-vous, je parviens quand même à les honorer. Euh, c'est tous les documents envoyés. Dans mon domaine, dans mon secteur d'activité, ça a posé beaucoup de problèmes, plus aux yeux de mon employeur, mais aux yeux des parents, bien entendu, parce que quand on est absent, quand on est enseignant et qu'on est absent, on a tous les parents qui vous tombent dessus et de manière pas très bienveillante non plus, mais ça fait partie des choses que j'ai appris à intégrer, ça ne veut pas dire que ça ne me pèse pas, ça me pèse. Et puis aussi, il y a l'aspect financier. Je sais que ce mois-ci, j'ai dû faire plusieurs allers-retours entre Paris et Orléans pour suivre des interventions. Et ces interventions, elles ne sont pas forcément prises à 100%, même si la maladie, elle est prise à 100%, quand c'est indiqué que c'est pris à 100%, mais il y a pas mal de choses autour qui n'entrent pas dans le 100%. Et ça fait une charge financière aussi. Les arrêts de travail, ce sont des arrêts qui ne sont pas rémunérés à 100%. Donc, j'ai aussi ce souci financier que d'autres n'ont pas. Et ce que j'aimerais aborder aussi, c'est je sais pas, voilà, l'estimation de notre taux d'invalidité auprès de la MDPH, par exemple. Moi, j'ai des nécroses bilatérales aux épaules, aux hanches, aux genoux, au fémur, enfin, à la colonne vertébrale. Bah, j'ai 46 ans aujourd'hui, je suis au stade 4 de toutes ces nécroses, je suis à 50% parce que je travaille à temps plein. Euh, je ne comprends pas. Moi, j'aimerais me mettre à mi-temps pour me reposer parce que je suis fatiguée. Mes enfants le voient, mes enfants le disent.
Mais la MDPH estime que du moment où je suis debout, ça veut dire que je peux travailler. Donc voilà tous ces aspects-là qui font que je suis obligée de travailler plus pour gagner plus, mais je fais plus d'efforts pour gagner moins que ceux qui font les mêmes efforts que moi. Donc voilà. Moi, ce que j'aimerais rajouter à ce que disait Mélissa, justement, concernant l'organisation, je pense que bah, c'est moi personnellement dans mon vécu de la maladie, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien. Euh, Parce que je pense que je saurais pas gérer sans. Socialement, il y a je suis très entourée, donc ça m'aide énormément. Par exemple, socialement, si je dois sortir avec mon mari, je sais qu'il s'assure que l'accès soit facile. Il informe ses amis s'ils sont là de mon état, etc. Et je pense que l'organisation se fait pas seulement à son propre niveau, mais aussi au niveau de nos proches. C'est quelque chose de très important. Euh, Ça participe aussi à l'accompagnement, mine de rien. Et je sais que moi, le soutien de mes proches, de ma famille, ça participe beaucoup à lever un peu la charge mentale à ce niveau-là. Pour ma part, comme disait Mélissa, c'est vrai que c'est une mini-entreprise, c'est vraiment une PME. Parce que quand on est drépanocytaire et qu'on a des enfants en bas âge, il faut s'en occuper, il faut se lever tous les jours, les amener à l'école. Moi, j'étais tellement malade que ma fille aînée, à 10 ans, elle a été responsabilisée très tôt. Elle s'occupait de sa jeune sœur qu'elle amenait à l'école avant elle-même d'aller à l'école parce que moi, je ne pouvais pas. Dès que je sortais pour aller travailler, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, je faisais des crises, j'étais hospitalisée. Et dans le milieu familial, c'était très compliqué. Avec mes frères et sœurs, mes parents, c'était très, très compliqué. Et il fallait que je m'en sorte seule. Donc, ma fille a été responsabilisée très tôt, à tel point qu'elle connaît, aujourd'hui, elle connaît tous mes médicaments sur les bouts des doigts. Parce qu'à l'époque, j'avais de l'oxygène à la maison. Quand je faisais les crises, c'est elle qui me mettait le dosage de l'oxygène, qui me donnait les morphiniques et tout ça, qui s'occupait de sa sœur, qui s'occupait de sa maison. Aujourd'hui, je ne regrette pas, hein, parce que c'est une adulte aujourd'hui, responsable. Bon, elle a sa vie professionnelle, sa sœur a sa vie professionnelle. Mais c'est vrai que travailler, être drépanocytaire, s'occuper d'enfants, c'est très compliqué. Et quand les enfants grandissent, bon, nous, on grandit, la maladie grandit aussi, elle nous fatigue de plus en plus parce qu'elle ne régresse pas, elle continue à amplifier. Et Charlotte vient de le dire, au niveau de la MDPH, on n'est pas reconnu au taux qu'il faut. Donc, on est obligé de se battre pour pouvoir et travailler et s'occuper de ses enfants et avoir une vie normale, entre guillemets, comme tout être normal. Donc, c'est vraiment compliqué. Et surtout quand on n'a pas... Bon, moi, j'ai des amis qui savent que je suis drépanocytaire parce qu'elles m'ont vu en crise. On s'apprêtait à sortir. Là, je fais une crise devant tout le monde. Elles ne comprenaient pas, mais elles ont fini par comprendre. Et vraiment, mon cercle d'amis est très compréhensif. Mais bon, après, il fallait que je me batte seule avec mes enfants, puisque du côté familial, je n'avais pas cette approche avec mes frères et sœurs. Et côté professionnel, moi, au début, quand je suis arrivée en France, j'ai voulu faire la tête forte, à travailler à temps plein, mais c'était à mon grand désarroi. Parce qu'effectivement, bon, j'étais seule avec 2 enfants, il faut les nourrir, il faut travailler, il faut payer ses factures. Donc, je travaillais à temps plein, mais je travaillais à temps plein 1 mois, je me retrouvais à l'hôpital 2 mois. Quoi. Donc, le jeu n'en valait pas la chandelle. Donc, j'ai été obligée de me forcer à me mettre à mi-temps. Et ça, bon, c'est passé sans pour autant que, bon, j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, hein, mais sans pour autant que je ne puisse en parler. Je me suis mise à mi-temps, comme ça, et malheureusement, le problème financier, il est là, il demeure là, mais on essaye de faire tant bien que mal pour joindre les deux bouts. Merci beaucoup. Effectivement, vous reprenez bien, c'est une maladie qui est visible peut-être au moment des crises, mais qui est surtout invisible
les autres, en tout cas pendant 90% du temps. Et je pense que l'entourage a une grande place à jouer là-dedans. Est-ce que vous, en tant que soit parent pour vos enfants, soit en tant que jeune, vous avez des craintes justement pour l'avenir dans votre vie? Au début, moi, c'est vrai que j'en avais. Au début, je me demandais, est-ce que quelqu'un va m'accepter avec ma pathologie? Est-ce que je vais pouvoir construire une famille, etc. Mais maintenant, j'ai échangé beaucoup avec beaucoup de parents drépanocytaires qui ont eux-mêmes des enfants. Aussi beaucoup avec des personnes qui sont mariées en couple, etc. Et ça se passe super bien pour eux. Donc au final, ça m'a vraiment donné de l'espoir. Après, moi aussi, j'ai un souhait, c'est d'être maman. Peut-être pas maintenant, mais pourquoi pas à l'avenir. Et j'avais aussi beaucoup de craintes par rapport au suivi de la grossesse, de l'accouchement, etc. Et pareil, comme en fait, maintenant, on est une petite communauté sur les réseaux de drépanocytaires, j'ai pu aussi échanger avec certaines mamans qui étaient enceintes, etc. Et pour elles aussi, j'ai eu des bons retours, j'ai pu être rassurée. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai qu'au début, c'était vraiment mes principales craintes. Et au final, ça va, je suis vraiment confiante du coup pour l'avenir. Moi, j'ai deux enfants. Oui. J'ai deux filles, une qui a bientôt 13 ans et une qui a 9 ans. Je ne me fais pas tant de soucis que ça parce qu'elles sont sensibilisées à la maladie et savent, elles ont été impliquées dans toutes les actions qu'on a menées, qu'a mené SOS Lobby. Donc, je pense qu'elles sont assez impliquées et je n'ai pas de crainte, même si demain elles devraient avoir des enfants drépanocytaires parce que je pense qu'elles suivraient, elles se tourneraient vers des personnes qui les renseigneraient. Ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'elles se disent, ouh là là, moi, un drépanocytaire, ça n'est pas possible parce que voilà, je ne peux pas épouser un drépanocytaire, je vais avoir des enfants malades. Ce rejet de la drépanocytose, je ne veux pas. Par contre, si elles veulent avoir des enfants drépanocytaires, ce serait vraiment se renseigner, aller se renseigner, avoir le bon suivi. J'ai croisé un couple récemment de porteurs sains qui cherchaient à avoir un enfant et qui allaient voir l'hématologue pour prendre conseil et avoir un enfant dans les meilleures conditions. Donc ça, je sais que c'est fait, ça se fait et je ne veux pas qu'on stigmatise cette maladie-là. Et l'autre chose qui fait que je n'ai pas de crainte, c'est que j'ai bizarrement accouché deux fois de suite par voie basse sans aucune douleur. Mais vraiment sans aucune douleur, je ne savais même pas qu'on pouvait accoucher sans douleur. Je n'ai pas eu de contraction, mes enfants sont venus sans aucun problème. Donc je pense qu'avec la drépanocytose aussi, on a parfois des petits miracles entre guillemets qui font que on dit c'est un handicap, mais ça n'est pas non plus quelque chose de si effrayant que ça. Donc voilà, non, je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Merci beaucoup. Moi, pour mes enfants, je disais, moi, pour mes enfants, je me faisais du souci quand elles étaient plus jeunes. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'esprit tranquille parce que on parle tellement de cette maladie qu'elles sont imprégnées, elles se sont imprégnées de cette maladie, de mes douleurs, de mes crises, qu'aujourd'hui, pour moi, de toute façon, je leur ai dit, le jour où vous allez vous marier, que vous voulez faire un enfant, n'oubliez pas le dépistage, faites-vous dépister, que votre conjoint se fasse dépister pour que vous n'ayez pas de problème plus tard. Donc, je pense que sur ce plan, elles sont assez alertes pour savoir ce qu'il faut faire en moment voulu. Merci beaucoup. Alors, on a vu que le dépistage probablement va être un petit peu aussi généralisé. Est-ce que vous avez d'autres idées ou est-ce que vous voyez des choses qu'on pourrait faire justement pour améliorer la prise en charge des patients drépanocytaires, que ce soit là maintenant à l'âge adulte ou peut-être au moment de la transition, si vous avez des idées, des choses qu'on pourrait améliorer? Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, par rapport au drépanocytaire addict, j'aimerais qu'on
qu'on les aide à pouvoir, qu'on appelle, intégrer leur vie professionnelle. Parce que tout l'accompagnement, ce que moi je remarque, c'est tout l'accompagnement se fait au niveau de l'enfance jusqu'à euh, l'adolescence, mais au niveau de la vie adulte, là où ils se confrontent à beaucoup de difficultés, c'est la réussite soit professionnelle ou par rapport aux études là aussi. Là où les autres ils peuvent passer facilement pour réussir ou décrocher un emploi ou réussir à obtenir un diplôme, à ce niveau, ils me dessous. Et puis, au niveau sentimental, au niveau relationnel, comment aussi pouvoir les aider à peut-être réussir à avoir une situation maritale pour pouvoir voilà, fonder une famille et autres. Parce que là aussi, je crois, à ce niveau aussi, il y a un grand problème. Un grand problème, en ce sens, c'est comme avec l'emploi et les études aussi. Là où je trouve, c'est aussi la maladie qui les empêche à pouvoir réussir une relation. Il peut commencer une relation, ouais, il se confronte à la difficulté par rapport à la réaction du conjoint ou du partenaire qui prête la maladie sur eux ou peut-être pas en habitant avec, qu'on appelle, en apprenant à se connaître, réagir autrement. D'autres, c'est surtout la maladie, les gens, ils ont dans la tête. Et avec cette maladie, du coup, une telle personne, on ne peut pas vouloir qu'on appelle fonder ou construire quelque chose de sérieux. Donc, il y a à ce niveau ces problèmes, il y a à ce niveau aussi des problèmes. Et vous avez évoqué tout à l'heure là, un point, le point sur qu'on appelle la motivation par rapport à qu'on appelle à la vie professionnelle, au travail, comment ils s'organisent. Excusez-moi, je vais devoir vous laisser. J'ai justement mon hématologue qui me contacte, mais ça m'a fait très plaisir de pouvoir participer, avoir l'occasion de parler un peu de la maladie. Voilà. Merci beaucoup, Johanna. Bon après-midi. Merci à vous pour votre participation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas si Jeanne a fini. Voilà, je vais essayer d'être rapide. Disons, bon, à ce niveau, et vous voyez la fatigue et la présence permanente de la fatigue dans la personne drépanocytaire. Vous travaillez, vous êtes permanemment fatigué, à des moments où de travail et le sommeil qui est là, qui vous battez contre le sommeil, ou bien vous êtes angoissé, vous n'arrivez pas à dormir. Et toutes ces choses-là, voilà, je pense que voilà, une aide, c'est quand même la bienvenue, ça sera profitable pour pouvoir aussi voilà, essayer de vous rendre vous-même meilleur à vous pour pouvoir aussi vivre concrètement la vie là, voilà, et vivre aussi dans la durée des relations. C'est un peu ça. Je pense il y a assez de choses qu'on peut faire pour aider les patients drépanocytaires, tant au niveau qu'on appelle l'enfance et au niveau adulte. Au niveau adulte, il y a un grand défi parce que le défi, c'est comment pouvoir réaliser eux-mêmes les volontés réussies professionnellement ou chez Marie. C'est ça Merci beaucoup, voilà. Charlotte souhaitait compléter, justement. Allez-y, Charlotte. Oui, alors moi j'ai conscience que la drépanocytose est une maladie jeune. Alors vieille peut-être depuis des années, mais jeune au niveau scientifique. Et ce qui est bien, ce que vous faites bien, c'est d'inviter les drépanocytaires à s'impliquer eux-mêmes dans leur maladie et à apporter aussi leur façon de gérer leur maladie à d'autres, échanger. Moi, ça me fait énormément de bien d'échanger avec les autres et puis de connaître les pratiques. Récemment, j'ai discuté avec d'autres drépanocytaires qui faisaient du sport et ça m'a donné l'idée de faire du sport. Moi, je me suis investie, comme vous voyez derrière moi, dans la thérapie végétale qui me fait du bien aussi au quotidien. Enfin, voilà, des petites choses comme ça.
Mais ce qui serait bien aussi à améliorer, c'est le langage, la communication des soignants vis-à-vis des patients. Moi, je sais, en Côte d'Ivoire, j'ai été suivie très jeune par le professeur Sangaré, que certains connaissent, qui est décédé récemment. J'ai été suivie la drépanocytose comme j'étais suivie ici. Euh, on m'a sans doute parlé des nécroses quand j'étais petite, mais je ne sais pas si un enfant conçoit très bien ce qu'est la nécrose. Et même plus tard, quand je suis arrivée ici, on m'a parlé de thrombopénie, de splénomégalie, des choses comme ça. Moi, je suis littéraire, je ne suis pas médecin. Donc, je pense qu'améliorer la communication pour qu'on soit préparé, parce que moi, je pense que si j'ai autant de nécrose aujourd'hui, c'est que je n'ai pas été préparée alors que j'ai toujours été suivie pour ma maladie, ne faisant pas autant de crises que les autres. Je me disais tout va bien alors que parfois j'avais des alertes au niveau des épaules, au niveau des hanches, des genoux. C'est-à-dire que toutes les crises que je faisais se faisaient au niveau de ces sites-là. Mais du fait que j'ai pas été suffisamment que j'ai pas compris le message de mes hématologues, j'ai pas spécialement été inquiète de ce côté-là. Donc, au niveau des médecins aussi, euh, parler le langage, j'allais dire, des patients qui sont pas toujours à même de comprendre les termes techniques médicaux. Voilà. Merci beaucoup, c'est très intéressant d'avoir vos retours et je sais que SOS Blobby œuvre au quotidien justement pour faire passer les infos les plus claires possibles et qu'on puisse nous améliorer les choses. J'aimerais lancer un dernier sujet pour les quelques minutes qui nous restent, c'est de savoir si vous avez des conseils justement à donner aux jeunes qui nous écoutent ou des erreurs finalement à ne pas connaître par rapport à vos propres expériences de vie. Moi, le conseil que je peux donner aux jeunes drépanocytaires, c'est vrai qu'on nous dit qu'un drépanocytaire a une espérance de vie à 40 ans. Moi, je pense que c'est pas tout à fait réel. La preuve, dans quelques mois, j'ai 60 ans, donc j'ai dépassé les 40 ans. Je pense qu'il faut d'abord suivre son traitement correctement, avoir une hygiène de vie correcte et essayer d'apprendre à connaître son corps. Quand le corps dit non, ben c'est non. Il faut arrêter, se reposer. Et quand le corps est d'accord, ben on y va. Mais il ne faut pas trop forcer. Moi, c'est le conseil que j'ai à donner à la génération future qui arrive. C'est en fait d'enlever ce tabou qu'est la drépanocytose. Bon, nous ne sommes pas en Afrique. On sait qu'en Afrique, le suivi des drépanocytaires est compliqué. Je suis passée par là. La chance que j'ai eue, c'est que ma mère était, entre guillemets, lettrée. Donc, elle savait ce que c'était. Elle comprenait. Elle avait un peu travaillé dans le milieu médical. Donc, en faisant mes crises, et mon jeune frère aussi, en faisant des crises, elle a très vite compris qu'on était drépanocytaires. Mais moi, je me rends compte qu'en Afrique, on ne parle pas beaucoup de cette maladie. Les gens le prennent pour un tabou. Donc, il faut qu'on aille au-delà de ces croyances. Ce n'est pas un tabou. C'est une maladie réelle. Malheureusement, elle est tombée sur nous. On n'y peut rien. Il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Donc, cette espérance de vie qu'on donne à un drépanocytaire de 40 ans, je pense qu'il faut, comment dirais-je, il faut aller au-delà de là. Parce que bon, je ne suis peut-être pas la seule à être à 60 ans. Je suis bien drépanocytaire SS. J'ai une vie normale. Je vis normalement comme tout le monde. Mais c'est, avec la drépanocytose, c'est une lutte perpétuelle. Il faut tout le temps se battre. Donc moi, je pense qu'il faut que la génération future aille au-delà de ce seuil de 40 ans. J'aimerais réagir aussi. Comme conseil que je peux donner aux parents ou bien aux patients drépanocytaires, c'est suite un peu à la mort récemment en Guinée d'un jeune de 40 ans qui était drépanocytaire. C'est la problématique un peu de la drogue, dont on fait l'usage souvent, bon, par des conseils, on donne souvent des conseils
à des malades, soit disant que la drogue, ça diminue la douleur, ça apaise la douleur, ça calme la douleur. Donc, du coup, il y a les gens qui se livrent à cela et peut-être la drogue, ça peut calmer peut-être la douleur, mais son effet de nocivité est très très grave pour nous, pour notre santé, parce que non seulement on a un sang qui a des voilà qui a des cellules qui sont anormaux, donc du coup il faut juste éviter voilà de prendre pour conseil de prendre comme médicament la drogue ou d'autres choses qui sont un peu liées voilà, un peu à la drogue. Par drogue, vous sous-entendez la morphine, hein, c'est bien ça, pour que tout le monde comprenne la même chose. Non, non, pas seulement la morphine. En Guinée, il n'y a pas la morphine. Ils n'ont pas la morphine. C'est pas comme ils appellent ça la cocaïne ou c'est pas le ganja, ils ont le nom. Donc, il faut vraiment qu'on dise, qu'on donne cette information aux patients, vraiment, de ne pas, même. Alors, je suis désolée, on ne vous entend plus, ça a coupé. Est-ce que Mélissa ou Charlotte veulent prendre la parole sur ce thème, du coup, des conseils aux jeunes ou des erreurs à ne pas faire? Oui, moi, du coup, je dirais aux jeunes, c'est vraiment de croire en leurs rêves, de faire ce qu'ils aiment faire, de ne pas se limiter, d'aller vraiment au bout de leurs idées. Voilà, s'ils veulent faire 10 ans d'études, bah, qu'ils fassent 10 ans d'études, qu'ils fassent les études qu'ils ont envie de faire, qu'ils fassent le métier qu'ils veulent faire, qu'ils voient vraiment au plus loin, en fait, qu'ils ne se limitent pas vraiment à la maladie, elle m'empêche de faire ça, ça, ça. Non, je pense qu'il faut toujours essayer de se dépasser, de se surpasser, mais toujours en faisant attention à son corps, en fait, vraiment en écoutant son corps et vraiment continuer à faire ce qu'ils aiment faire, en fait. Oui. Et moi, je souscris entièrement à ce qu'ont dit mes camarades. Mélissa a donné un bel exemple en disant que voilà, les autres ont fait leurs études, leur master en 4 ans, elle a fait le sien en 7 ans. Et ben voilà, on ne se limite pas, on écoute simplement son corps et puis euh, tout se passe normalement. Moi, j'ai fait une thèse aussi j'aurais dû faire en 6 ans, je l'ai faite en 8 ans. Même un peu plus, je crois, en 10 ans, parce que j'ai à un moment donné perdu la vue, j'ai eu une rétinopathie. Bon, bah voilà, c'est des petites choses. Moi, je n'ai jamais été assommée par ces choses-là. Et je pense qu'un bon moral aussi aide beaucoup dans la maladie. Je ne crois pas un seul instant que je mourrai à 40 ans. Enfin, j'ai plus de 40 ans aussi. On me l'a dit quand j'étais enfant que je ne passerais pas les 12 ans. Après, on m'a dit que je ne passerais pas les 35 ans. À aucun moment, je n'ai cru à toutes ces prédictions. Et je crois que je vivrai normalement avec cette maladie à mes côtés. Le conseil que je donnerais encore aux jeunes, c'est de s'impliquer, mais vraiment, c'est très important de s'impliquer dans la gestion de la maladie parce qu'il y a les scientifiques, effectivement, qui font des recherches, mais ils ne sont pas dans notre corps et ils ne sauront pas de quoi on a réellement besoin. Christian de SOS Lobby le disait très bien, chaque drépanocytose est une maladie différente d'une autre. Donc, c'est nous, les patients, qui aiderons à faire connaître cette maladie. Et si nous ne nous impliquons pas dans cette maladie, bon, bah, il y aura pas d'avancée notable. Donc, ce que je dirais aux jeunes, c'est ça, c'est impliquez-vous dans la maladie, dans les associations de drépanocytaires et aider à connaître votre maladie. Merci beaucoup. Bah, écoutez, on est dans les temps, donc je vais conclure pour cette table ronde. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci pour vos retours d'expérience. C'est vraiment très enrichissant. Alors, je pense pour les patients qui nous écoutent, mais aussi pour nous, les médecins, et pour les équipes médicales et paramédicales, parce que c'est une maladie chronique, c'est une maladie, on l'a dit, qui est parfois invisible, et c'est important qu'on puisse avoir le retour des patients, parce que mes objectifs, c'est que vous ayez la meilleure vie possible, la meilleure qualité de vie possible. Il y a très certainement des choses qu'on ne prend pas, nous, en charge à l'hôpital. On s'intéresse beaucoup au traitement, etc. Mais finalement, ce n'est pas forcément ça le plus important. Et vous l'avez dit, c'est la famille, c'est l'entourage, c'est le travail, c'est les études, c'est le sport. Et il y a plein de choses sur lesquelles on peut avancer ensemble. Et je pense que SOS Globi est très important là-dedans et véhicule
ces valeurs. Donc, merci à tous. Merci. On va enchaîner. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Merci. Et je vais passer la Merci à parole vous. à Madame Thémo, qui va nous faire un feedback sur la course des héros qui s'est déroulée le week-end dernier ou le week-end d'avant. Voilà, donc je lui passe la parole.